Je pense qu'on est au complet là, pour ce groupe. On va faire la fête. Voilà, bienvenue à ceux qui ont choisi de nous rejoindre sur l'atelier de présentation du projet Hip-Hop. Donc, nous sommes en compagnie d'Arthur Moite, ici présent. Exactement. Au Moite. T'en prie. Moite, c'est ça, parce que j'ai un peu chaud. Alors, Arthur Moite et Pauline Turcy, donc, qui nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre à Angers, mais qui viennent du Nord, puisque tous les deux travaillent au CREAI Hauts-de-France, avec des missions différentes, mais sur le même projet. Donc, on va les laisser se présenter et présenter le projet. En tout cas, on les remercie vivement de nous avoir rejoints pour cette journée un petit peu spéciale. Arthur, Pauline, c'est à vous. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Alors, je vais donc partager l'écran pour la projection. Hop, voilà. Alors, le micro, voilà. Bon, écoutez, bonjour à tous, à vous en présentiel, à vous qui nous rejoignez en visio. Voilà, donc on est présent aujourd'hui pour vous présenter le projet Hip-Hop, qui est une vaste démarche nationale expérimentale qui vise à renforcer le pouvoir d'agir ou la puissance d'agir, comme on l'a dit ce matin, et la participation des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un vaste projet. Dans un premier temps, on va essayer de vous donner quelques éléments de cadrage pour que vous compreniez un petit peu comment s'organise le projet. Et après, très concrètement, on va vous expliquer ce qu'on fait sur le terrain dans les Hauts-de-France et comment est-ce qu'on encourage le développement de l'intervention par les pairs. Alors, voilà, donc je le disais, Hip-Hop, une démarche nationale expérimentale qui vise à systématiser le recours au savoir expérientiel des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que ça vous parle déjà de savoir expérientiel? Oui. Ouais. Concrètement, il y a le savoir académique, le savoir des professionnels issus de la pratique et aussi le savoir expérientiel des personnes qui vivent une situation au quotidien. Ça peut être le savoir de l'expérience de tout à chacun pour se déplacer dans sa ville. On connaît par cœur certains déplacements, choses comme ça. Ben là, c'est le savoir expérientiel d'un vécu rare d'une personne en situation de handicap qui a donc la connaissance du terrain, finalement, mais aussi des ressources qu'elle a su accumuler dans son parcours de vie. Toutes ces stratégies d'adaptation, ces ressources, ce réseau qu'elle a pu accumuler autour d'elle et dont on se sert précieusement dans notre autonomie. Et l'idée, justement, de ce projet, c'est de pouvoir transférer ce savoir de l'expérience de vie, le transférer auprès d'autres personnes en situation de handicap, le transférer auprès des institutions, auprès du grand public. Et l'idée, c'est pouvoir finalement passer d'une personne en situation de handicap qui trop souvent est vue en qualité de bénéficiaire, et là plutôt d'acteur, de personnes expérimentées, expertes de son vécu, qui va pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Donc c'est véritablement un changement de paradigme sur le fond. L'idée, c'est bien que ce savoir-là soit complémentaire au savoir professionnel, comme Julia l'expliquait très bien ce matin. L'idée, c'est que chacun de ces savoirs soit légitime et puisse contribuer collectivement à l'épanouissement maximum des personnes. Alors, nous, dans le cas d'Hip-Hop, on parle d'intervention par les pairs. Autour des questions qui nous concernent aujourd'hui, on entend beaucoup de mots. On entend parler de pair aidance, de pair émulation, de pair accompagnement, etc. Nous, on a eu besoin de s'accorder sur un langage et un vocabulaire commun. Donc, on a décidé de parler d'intervention par les pairs. Et dans cette intervention par les pairs, il y a tout ce qui concerne le pair à pair, l'échange donc entre personnes concernées elles-mêmes. Donc, on va retrouver dans des partages entre deux individus, donc le pair accompagnement, la pair aidance, la pair émulation, mais également dans le cadre d'échanges plutôt collectifs, des groupes de parole, des groupes d'entraide mutuelle, tout ce qui relève de l'entraide mutuelle. Mais nous, dans le cas d'Hip-Hop, on travaille aussi sur la participation concrète des personnes à la conception et à l'évolution des politiques publiques, des types d'accompagnement et de soins. Donc, ça va être par exemple des actions de formation à destination des professionnels du médico-social, par exemple, mais aussi des professionnels de l'accueil du public. L'idée, c'est quand on va parler dans ces formations-là de personnes en situation de handicap ou d'accueil de personnes en situation de handicap, etc., c'est de pouvoir y associer réellement des personnes concernées. De même sur des actions de sensibilisation, par exemple. Parler en milieu scolaire ou dans une entreprise de qu'est-ce que c'est
qu'une personne en situation de handicap, les handicaps en général. Comment est-ce qu'on peut vivre ou travailler en bonne intelligence tous ensemble? L'idée, c'est de pouvoir, là aussi, s'adosser à l'expérience de vie et à la parole directe des personnes concernées. Idem sur, par exemple, quand on fait de l'accessibilité. Plutôt que de penser l'accessibilité par des personnes valides à destination des personnes en situation de handicap, c'est de pouvoir s'associer à des personnes en situation de handicap pour avoir de l'accessibilité réelle et non plus normative ou supposée. Pauline le disait tout à l'heure, c'est de même sur les travaux de politique publique. Plutôt que de penser les politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap, c'est par et pour les personnes en situation de handicap. Donc là encore, c'est de pouvoir associer comme un acteur à part entière autour de la table les personnes concernées qui vont pouvoir faire bénéficier de leur expérience de vie au quotidien de la situation de handicap pour le transférer, pour le transférer auprès d'autres personnes. Alors, l'objectif vraiment de ce partage de ces savoirs expérientiels, c'est à la fois d'ouvrir le champ des possibles pour les personnes, de se rendre compte que voilà, il y a certes une situation de handicap, mais un nombre de possibles incalculables existe. Et dans le cadre de l'autodétermination, de pouvoir avoir une vision plus large de mes possibles. C'est typiquement ce qu'on peut faire, par exemple, quand on fait du pair à pair. Avoir une personne qui va avoir peut-être plus d'expérience de vie, qui va en accompagner une autre, ou en tout cas converser, échanger avec une autre personne en situation de handicap, qui est peut-être au début de son chemin de vie, et qui va plus voir les difficultés, les impossibilités, les limites, que les potentiels et les possibles. Et finalement, moi, dans mon expérience de vie personnelle, au début, je suis une personne malvoyante. J'ai toujours fait du ski quand j'étais petit. Au début, quand à 13 ans, j'ai appris que j'allais être déficient visuel puis aveugle, c'est une des premières choses que j'ai arrêté de faire parce qu'on m'a dit non, c'est trop dangereux, c'est pas possible. Moi-même, du coup, j'étais plus en confiance. Puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, si, je peux faire autrement. Je peux faire du ski en étant guidé, je peux faire du tandem, je peux aussi travailler autrement, je peux utiliser mon téléphone portable autrement en étant oralisé en permanence. Donc, tous ces possibles que l'on n'a pas forcément l'habitude de connaître dans le détail et surtout de comprendre qu'est-ce que dans le quotidien, ça peut véritablement nous apporter, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, concrètement. Ces aspects-là. Les autres objectifs des POP, c'est aussi donc de soutenir la transformation de l'offre d'accompagnement et de soins et de soutenir le développement d'une société inclusive. On va vous expliquer un petit peu plus loin quand on va vous présenter ce qu'on fait sur le territoire pour que vous puissiez vous rendre compte de quelle manière on agit sur ces aspects-là. Alors, nos principes d'action dans le cadre des POP. Alors, tout d'abord, c'est déjà de soutenir l'intervention par les pairs sous toutes ses formes, que ce soit du pair-accompagnement, de la participation aux différentes formes aux différents espaces qu'on évoquait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'être généraliste et d'être ouvert à tout type d'intervention, à tout type de handicap. Voilà. Ce n'est pas à nous de sélectionner qui a voix au chapitre ou quelle pratique semble plus intéressante ou porter ses fruits, ou que sais-je. L'idée, c'est de soutenir au sens large ces pratiques-là. Et après, ce seront finalement les personnes qui les pratiquent et qui les vivent qui pourront sélectionner de façon autodéterminée, comme on disait ce matin, si effectivement c'est ce qui va les intéresser à continuer dans leur pratique professionnelle ou personnelle. Mais dans le projet EPOP, nous, on va soutenir largement tous ces différents types de pratiques, sans distinction. Voilà. D'autant qu'on le sait, sur chaque territoire, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, plein de petites actions, mais qui au final sont assez peu repérées, assez peu recensées. Donc nous, notre point de départ, c'est vraiment de s'appuyer sur l'existence sur le territoire. Donc on est ouvert à tous. On travaille avec les autoreprésentants de nous aussi, avec des collectifs préexistants, avec des personnes qui interviennent déjà en formation à l'IRTS. Voilà, l'idée, c'est vraiment de renforcer ce réseau d'intervenants pairs déjà existants. L'idée, c'est d'être vraiment dans une posture d'assemblier, de faire rassembler, faire réseau, et faire rayonner de plus en plus ces pratiques-là, en les faisant de mieux en mieux connaître, comprendre aussi et accepter. Et c'est vraiment extrêmement important que sur ces nouvelles pratiques qui sont parfois pas suffisamment vues et connues, que de faire bloc tous ensemble et de se partager ces bonnes pratiques et d'être dans ce réseau plus vertueux. Voilà. Et notre dernier principe d'action, c'est vraiment le pragmatisme et la créativité. L'idée, c'est de développer des actions très concrètes et en se permettant tout. L'idée, voilà, c'est d'imaginer de nouvelles formes d'intervention, de nouveaux espaces et d'oser avancer et d'oser expérimenter.
Voilà un petit peu sur nos principes. Alors, très rapidement sur la gouvernance et comment le projet se construit. Donc, EPOP, on le disait, c'est un projet national qui est piloté au national par la Croix-Rouge française et qui est financé par la CNSA, AGFIP et l'OETH. Et on a donc une chefferie de projet nationale qui vient en ressources pour les différentes régions impliquées, puisque nous, on développe ça dans les Hauts-de-France. Des collègues font de même en Nouvelle-Aquitaine. Et en Centre-Val de Loire et bientôt Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi un dispositif EPOP qui devrait se mettre en place. Donc, EPOP, c'est 3 années d'expérimentation sur ces différents territoires. Donc, vous le voyez, au niveau national, on a un certain nombre d'acteurs. Je ne vais pas vous lire la liste, hein, elle apparaît derrière nous. Donc, des acteurs qui participent au comité de pilotage national, mais également au groupe de travail que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Donc, bien sûr, des personnes concernées, des associations gestionnaires, des acteurs institutionnels, des têtes de réseau et des acteurs de l'emploi, puisqu'on en parlera aussi tout à l'heure, on aura un gros focus sur le volet professionnel des intervenants pairs. Voilà. Alors, dans les Hauts-de-France, c'est le CREAI qui développe la démarche. En Nouvelle-Aquitaine, c'est un autre type de portage, plutôt par des organismes gestionnaires. L'idée, c'est aussi de pouvoir comparer en fonction de qui pilote, comment ça se met en place sur le territoire. Donc, on est financé par l'ARS Hauts-de-France et on a mis en place différents espaces de pilotage au niveau régional, au niveau local, puisque concrètement, on expérimente sur 2 bassins de vie. C'est un sur le bassin de Roubaix-Tourcoing, c'est vraiment donc un bassin dans la métropole lilloise, et un autre sur celui d'Amiens-Montdidier-Péronne. Et sur tous ces espaces, on a au final plus de 140 personnes qui sont impliquées. Donc des professionnels, des personnes concernées, des familles, etc. Mais on vous en dira plus tout à l'heure. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a donc 5 leviers d'action dans le cadre d'EPOP. Donc déjà, sur chacun de nos bassins de vie, on a la formation et l'accompagnement. Donc là, je mets 30, c'est 30 pour la région, donc de 15 personnes en situation de handicap, qui ont envie de devenir intervenants pairs ou qui le sont déjà et qui souhaitent s'inscrire dans un réseau et développer leur action. On a ensuite la formation et l'accompagnement de 30 référents de l'intervention par les pairs. Donc là, il s'agit de professionnels issus d'établissements et services médico-sociaux ou d'autres services. Et l'idée, c'est de les accompagner là aussi dans le développement de l'intervention par les pairs, mais je vais y revenir. L'idée, c'est de pouvoir activer les 2 leviers en même temps, à savoir les professionnels qui travaillent déjà en établissement, services médico-sociaux, ARS, MDPH, services de mairie, etc. Aussi, du côté des personnes concernées qui ont envie de s'engager, qui souhaitent se former, pour qu'à l'issue de ces formations-là, on puisse véritablement avoir ces 2 types de publics qui sont acculturés sur ces nouvelles pratiques, ces potentialités-là, et qui vont pouvoir ensemble, et Pauline va y venir, mener du coup des expérimentations. Et en parallèle de ces 2 types d'acteurs-là, on anime aussi sur chaque bassin de vie une dynamique avec un copil, des rencontres régulières avec les acteurs du tissu, donc acteurs du milieu spécialisé, mais aussi du milieu ordinaire, donc les municipalités, les associations locales, etc., pour développer tout ça. Donc ça, c'est sur nos territoires. Et ensuite, à l'échelle nationale, il y a tout un travail de recherche et d'évaluation d'EPOP. L'idée, c'est vraiment de pouvoir repérer ce qui se passe dans ces partages de savoir expérientiels, d'évaluer aussi comment on peut mettre en dynamique un territoire et puis diffuser ces pratiques-là. Et ensuite, on a tout un travail à partir de groupes de travail nationaux sur la mise en place d'une boîte à outils qui comprendrait par exemple un annuaire géolocalisé des intervenants pairs formés, mais aussi des outils très pratico-pratiques, par exemple les analyses juridiques sur les statuts d'intervention. Certains intervenants pairs le font de manière bénévole, d'autres le font de manière salariée, d'autres par par prestation, donc ils sont auto-entrepreneurs par exemple. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir soutenir les personnes dans leur réflexion et de s'autodéterminer. Est-ce que j'ai envie de faire ça sous tel ou tel statut? Mais pour ça, il faut qu'ils aient des informations. Par exemple, comment ça se passe si je suis à la hache et que j'ai un petit revenu d'activité? On sait qu'il y a des freins à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des informations pour soutenir l'autodétermination des personnes et éventuellement faire évoluer les réglementations si c'est possible. Sur cet exemple-là, par exemple, voilà. Des outils types, des exemples aussi de contrats de bénévolat, de contrats de travail, là encore pour soutenir les acteurs et faciliter le recours aux intervenants pairs. Et aussi la création d'un espace de ressources et d'échanges entre intervenants pairs. Voilà pour l'architecture globale de notre intervention. Alors, on vous propose un petit focus sur la formation et l'accompagnement des intervenants pairs. Donc, Arthur, je te laisse la parole. C'est toi qui suis cette démarche. Alors, dans le cadre de mon poste de référent pair régional, du coup, je suis vraiment plutôt sur cette partie-là, c'est-à-dire la formation et l'accompagnement des personnes concernées qui ont suivi la formation. La formation, c'est donc 5 jours. Ça paraît peu.
C'est une formation socle qui permet à différentes personnes, donc au nombre de 30, qu'on a divisé en 4 groupes, en fait 32, qu'on a divisé en 4 groupes de 8 personnes pour une meilleure accessibilité. Et donc, ce sont 5 jours de formation qui sont 2 jours, puis une dernière journée. Les objectifs, dans les grandes lignes, d'abord, pendant la formation, c'est de faire un focus sur ce que c'est que l'intervention par les pairs et le projet EPOP, bien sûr, mais aussi le savoir de l'expérience. Et plus directement, le savoir de l'expérience que chacun détient déjà en ayant plus ou moins conscience, et parfois pas forcément conscience. Donc d'abord, c'est en groupe cette réflexion-là pour comprendre finalement toutes ces astuces, ces stratégies d'adaptation que l'on utilise au quotidien dans les déplacements, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être aux autres, dans notre façon, je sais pas moi, de faire la cuisine, de s'organiser chez nous, que sais-je. Et tous ces savoirs de l'expérience, il faut déjà les faire remonter à la surface, à sa conscience, parce que c'est la base de travail de l'intervenant pair. On part toujours de son expérience de vie pour le transmettre auprès d'autres personnes. Et par la suite, pendant la formation, l'enjeu, c'est de comprendre les différents types de statuts, par exemple d'intervention, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi auprès de quels acteurs je peux intervenir, de quelle manière. Est-ce que ça va être me concernant plutôt en faisant de la sensibilisation, plutôt en faisant des travaux de formation ou du pair à pair de façon bénévole, parce que moi, je veux vraiment être dans l'accompagnement de personnes et sans aucune contrepartie financière. Voilà, donc ces différents types d'interventions sont vus et revus avec aussi des personnes qui viennent témoigner de leur expérience qu'ils ont déjà sur le terrain en tant qu'intervenant pair pour donner des billes en fait aux personnes qui sont en formation et pouvoir poser des questions et être en contact direct avec des pairs pour bénéficier de cette expérience très précieuse. Donc l'idée, voilà, c'est au fur et à mesure de ces 5 jours de formation, de mieux appréhender son projet d'intervention que l'on va ensuite accompagner, Pauline et moi, sur le terrain pendant 2 ans. Ce sera un accompagnement qu'on va faire à titre individuel. Par exemple, la semaine dernière ou encore celle d'avant, j'ai accompagné une personne qui était en formation pour aller parler de son projet d'intervention auprès de l'élu délégué sur les questions d'accessibilité et de handicap à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Mais ça va être aussi des réunions de réseau avec nos différents intervenants que l'on aura formés pour pouvoir échanger sur les interventions qu'ils mènent, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir pour contacter tel ou tel interlocuteur, par exemple, ou les difficultés qu'ils peuvent avoir pendant une pratique d'échange avec un pair, parce que ça nous renvoie aussi des expériences personnelles qui peuvent être assez douloureuses parfois aussi. Ça peut être aussi des réunions de réseau avec les référents de l'intervention par les pairs que l'on a formés. Donc, ces fameux professionnels qui travaillent dans différents établissements médico-sociaux, ARS et autres, avec qui ils vont être en contact parce que ça va être des débouchés d'intervention. Ça va être les premières personnes qui sont déjà acculturées qui vont pouvoir leur proposer des opportunités pour témoigner justement et mettre à profit leur expérience de vie. Voilà, pour les accompagnements, ça va durer pendant 2 ans. Est-ce qu'on a déjà dit... Oui, non, C'est pas mal de choses. je refais le lien aussi avec ce matin, ce que disait Julia par rapport au collectif. L'idée, c'est ça aussi, c'est qu'ils se renforcent entre eux en constituant des collectifs avec des parcours de vie totalement différents, des projets très différents, mais ils partagent cette envie, cette mobilisation pour faire bouger les lignes. J'ai oublié de le dire, effectivement, les projets des uns et des autres sont très différents. Les provenances des uns et des autres aussi, les situations de handicap aussi. C'est une formation mixte, donc qui était en accessibilité FALC, pour que tout le monde puisse y participer, qui était aussi en accessibilité, par exemple, de nos contenus visuels en accessibilité numérique pour les personnes malvoyantes, ce qui fait qu'on a eu autour de la table des personnes déficientes intellectuelles, des personnes malvoyantes, des personnes concernées par des questions de santé mentale, qui d'autres, on a eu des personnes aussi qui étaient à mobilité réduite, que sais-je. Et sur les projets d'intervention, pêle-mêle comme ça, on a par exemple une personne malvoyante qui souhaite et qui a déjà ouvert son activité d'auto-entreprise pour accompagner soit d'autres parents en situation de handicap visuel ou accompagner des professionnels, par exemple sage-femme ou la PMI, protection maternelle et infantile, pour accompagner de la meilleure façon possible des personnes en situation de handicap visuel qui veulent aller vers la parentalité. On a aussi des personnes qui sont ce qu'on appelle médiateurs de santé pair,
donc concernées par la santé mentale, qui travaillent dans des établissements et services. Pour ces personnes-là, par exemple, elles n'ont pas reçu de formation. Donc, le moment de ces 5 jours de formation et rejoindre un réseau, ça a été extrêmement précieux aussi pour ces personnes. On a par exemple, une personne diabétique qui souhaite, après une trentaine d'années d'expérience de vie au quotidien avec son diabète, va pouvoir accompagner bénévolement d'autres personnes qui connaissent ces mêmes situations de vie et qui auraient bien besoin de ces savoirs de l'expérience de vie au quotidien avec tout ce recul. Voilà, les profils sont très différents. On a aussi, par exemple, une personne en situation de handicap mental qui a énormément envie de pouvoir témoigner de ça dans les médias auprès du plus grand nombre pour sensibiliser sur sa situation à lui, sa maladie, la trisomie 21, mais aussi tout ce qu'il peut faire à côté, le travail qu'il mène, les activités sociales. Voilà. Donc, c'est vraiment des profils très hétéroclites. Je vais me permettre de compléter votre discours. Les médiateurs de santé père travaillent dans les établissements médico-sociaux et sanitaires. En général, sont formés d'une formation de niveau licence, ce qui ne veut pas dire que votre formation ne leur apporte rien. Mais en fait, en général, elles sont forcément formées. Sauf, pas partout, malheureusement. Les personnes qui sont recrutées à un chez soi d'abord, voilà. Ou alors qui sont en attente de formation. Exactement. En attente de formation. Notamment, on a une personne qui est médiateur de santé. Alors, ça ne s'appelle pas exactement comme ça, je crois, chez un chez soi d'abord. Mais maintenant, il travaille chez un chez soi d'abord depuis peu. En fait, au milieu de la formation, il a pu accéder à ce poste-là, par exemple, où on a une personne qui est dite médiatrice de santé père, qui est elle-même personne concernée, qui travaille un jour par semaine dans un établissement pour, du coup, accompagner soit au domicile, soit en établissement d'autres personnes, mais qui n'a pas reçu cette formation. Elle aimerait beaucoup, d'ailleurs, peut-être changer de poste pour pouvoir recevoir directement cette formation-là. Mais notre formation, certes, en seulement 5 jours, lui a permis quand même d'avoir cette formation, de recevoir aussi l'accompagnement et le réseau pour peut-être d'ailleurs changer de poste et pouvoir recevoir cette formation. D'ailleurs, le CCOMS, le centre collaborateur de l'OMS qui délivre ces formations de médiateurs de santé père, est un de nos partenaires au régional parce que leur siège est à Lille. Et pour compléter sur l'axe de la formation, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Eve Gardien en directrice scientifique, qui est donc chercheuse, maître de conférence à l'Université Rennes 2, je crois, et qui propose en fait aux intervenants pairs qui ont suivi cette formation socle de 5 jours, une formation complémentaire pour approfondir justement ce repérage de mes savoirs expérientiels. Voilà, donc il y a cette deuxième étape qui permet d'approfondir. Et après, l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir orienter les intervenants pairs qui souhaiteraient compléter leur formation vers l'offre de formation des intervenants pairs qui existe déjà et qui a été repérée par le secrétariat général du CIH. Oui. Justement, elle a beaucoup progressé dans sa vie. Avant, il y avait une espèce de grand sac où il y avait les passeurs ressources, les passeurs experts, les perdants. Maintenant, on commence à voir que justement, par rapport au savoir expérientiel, c'est-à-dire que l'expérience que je vécue ne donne pas forcément un savoir expérientiel. Il y a une phase de tout à fait. De recul, tout à de fait. digestion. Ouais. Ouais. Tout à fait. Oui. De transformer une expérience en savoir expérientiel, qui devient un savoir expérientiel. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment ça, d'accompagner les personnes dans ce pré-repérage de ces savoirs-là et après les accompagner dans la mise en forme et la façon dont ils veulent le transmettre au public, etc. Tout à fait. Après, ça dépend aussi du niveau d'engagement, du niveau de... Voilà, si c'est de l'ordre du témoignage, si c'est de l'ordre vraiment du soin, voilà. De faire partie, comme vous dites, du soignant, qui va intervenir, alors nous, l'intervention particulière, les éléments sont... Tout à fait. Et étant donné, c'est vrai qu'on est ouvert à tout type d'investissement et de type d'action, l'idée, c'est d'avoir ce socle commun et après de permettre, d'informer chacun pour qu'il puisse approfondir en conséquence. Je vous interromps juste parce que sur le chat, les gens ne vous entendent pas du tout quand vous prenez la parole. Donc, on reformulera les questions. Voilà, et puis on peut passer le micro. D'accord. Je vois le temps passer. J'embraye sur la formation des professionnels ou est-ce qu'il y avait d'autres après, on aura le temps d'échanger. On aura de toute façon un temps d'échange après. Okay. Voilà, donc voilà pour les intervenants pairs. Ensuite, on va parler de la formation et de l'accompagnement des référents de l'intervention par les pairs. Donc, dans le cadre des POP, on s'est dit, allez, on invente une nouvelle mission. Le référent de l'intervention par les pairs. C'est donc un professionnel qui a pour mission à la fois donc, à destination de son équipe et des personnes qui l'accompagnent, de les sensibiliser et de les accompagner dans la mise en place d'interventions par les pairs au sein de sa structure et de son service.
Alors, les professionnels qui participent à cette formation sont issus de différents secteurs. C'est moi? Non. Je pense que c'est le micro qui devait peut-être être rétabli. Initialement, cette formation était destinée juste à des professionnels d'établissements et services médico-sociaux. Mais certains partenaires, notamment des municipalités et une MDPH, nous ont dit, mais nous aussi, on veut se former et nous aussi, dans nos pratiques, on veut pouvoir inclure davantage la parole des personnes concernées. Il ne fallait pas nous le dire deux fois. Donc, au final, on retrouve en termes de profil, donc bien sûr des professionnels de SMS, des animateurs de groupes d'entraide mutuelle, des professionnels de MDPH, de mairie. L'ARS aussi nous envoyait 2 agents. L'ARS aussi souhaite avancer sur ces aspects-là. Des professionnels d'habitat inclusif, d'associations tutélaires et d'un centre de réadaptation professionnelle. Voilà, donc l'idée, là encore, c'est de réunir ces professionnels pendant 5 jours. Là aussi, on est sur une formation action socle, de les sensibiliser à l'intervention par les pairs, qu'ils puissent être aussi outillés pour aller sensibiliser et embarquer leur équipe dans cette aventure-là, et de les accompagner dans la mise en œuvre d'un plan d'action, de repérer dans sa structure, déjà de repérer les espaces où je peux faire intervenir des pairs, où je peux mobiliser ces savoirs expérientiels-là, de les accompagner aussi dans le changement de regard, à repérer parmi les personnes qu'ils accompagnent quelles sont les ressources, les savoirs que ces personnes-là pourraient partager avec le collectif de personnes accompagnées s'ils le souhaitent, et in fine, voilà, d'avoir ce plan de développement. Donc là aussi, on va les accompagner pendant 2 ans dans la mise en œuvre de ce plan-là, avec un accompagnement méthodologique, la mise en relation bien sûr avec les pairs formés en parallèle, et la mise à disposition d'outils et de démarches qu'on aura développées dans le cadre des POP. Donc là aussi, il y aura des croisements avec les intervenants pairs, hein, tu le disais. On sent vraiment cet appétit-là chez les 2 types d'acteurs de se rencontrer et de voir ensemble comment on peut mutualiser et créer des expérimentations ensemble. Voilà, donc là, les actions de formation, elles prendront toute fin le 4 avril. Ouais. Donc, on est vraiment en fin de formation et on va rentrer dans la phase d'expérimentation, bien que c'est déjà commencé un petit peu en parallèle. Alors, voilà, nos 2 axes d'intervention, hein, la formation des intervenants, la formation des référents, et après, une autre partie de notre travail, c'est aussi l'animation territoriale. Je le disais, comment sur un bassin de vie, on va émulsionner un petit peu tout ça, diffuser, sensibiliser tous les types d'acteurs à ces questions-là, et ensemble, dans le cadre d'un comité de pilotage, créer des espaces, des opportunités d'intervention pour nos pairs. Voilà, l'idée, c'est de repérer des thématiques d'expérimentation, de faire du réseau et de développer des projets ensemble. Au niveau de ces copies, là, on retrouve voilà, cette composition mixte, hein, des personnes concernées, l'ARS, la MDPH, des professionnels d'établissement, des municipalités et bien sûr des acteurs du droit commun. On n'a pas parlé de l'axe emploi. On va aussi développer un groupe de travail spécifique sur la question de l'emploi. L'idée, c'est de pouvoir s'interroger un petit peu sur la professionnalisation de ces acteurs-là, de ces intervenants pairs. Comment est-ce qu'on pourrait les intégrer dans les établissements et services médico-sociaux, donc avec tous les questionnements qu'il y a derrière en cadre de référentiel métier, etc., etc. Et un autre axe d'analyse, de repérer aussi comment, dans le cadre de l'accès et du maintien dans le milieu ordinaire de travailleurs en situation de handicap, des intervenants pairs pourraient être ressources. Voilà, c'est aussi favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi. Bien sûr, cette thématique d'emploi, il ne faut pas l'entendre comme une obligation, c'est-à-dire que le travail, le pair doit être forcément un travailleur au sens rémunéré. On laisse le choix à la personne de pouvoir dire non, moi, c'est quelque chose que je souhaite faire uniquement de temps en temps, en accompagnement pair à pair bénévole, ou alors, moi, je compte, comme Julia, par exemple, le fait, être formatrice, personne concernée, mais formatrice et rémunérée pour ce que je fais. Et il faut vraiment que ce soit le choix de la personne. On n'est pas là pour imposer à qui que ce soit. Mais cette possibilité de professionnalisation, on va y travailler. Voilà, pour terminer, on vous avait indiqué un certain nombre d'expérimentations qui sont en préparation avec nos partenaires. Par exemple, voyons, on travaille avec France Asso Santé dans les Hauts-de-France. L'idée, c'est de pouvoir proposer une action de sensibilisation aux représentants des usagers qui siègent dans les différentes instances de démocratie sanitaire, notamment dans les centres hospitaliers, donc de les sensibiliser à la question de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc concrètement, que des intervenants pairs de notre réseau viennent parler de cette question-là, de leur propre expérience de l'accès aux soins, pour que ces représentants des usagers, donc membres de ces instances officielles de démocratie sanitaire, soient plus outillés et puissent faire bouger les lignes plus fortement. C'est donc à l'occasion d'une après-midi de formation à destination des RU que 4 intervenants qui étaient volontaires se sont du coup proposés pour pouvoir faire des témoignages et des échanges avec du coup ces représentants des usagers.
Après, on a été sollicité par exemple par la MDPH du Nord qui souhaite former ses équipes pluridisciplinaires spécifiquement sur certains types de handicap, du moins compléter la formation de ces agents. Donc là, notamment autour de la déficience visuelle avec une intervenante qui va intervenir en formation. On a un CCAS aussi qui nous a mobilisés pour sensibiliser les auxiliaires de vie de leur service de maintien à domicile à différents types de handicap aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, nous, on va susciter des opportunités d'intervention, mais de plus en plus, on a des acteurs qui viennent nous chercher, qui ont cette envie de faire participer des personnes, mais qui souvent ne savent pas comment trouver un intervenant pair. Donc, c'est là aussi que nous, on vient mettre de l'huile dans les rouages et faciliter tout ça. L'exemple aussi de la collaboration avec une maison des associations. L'idée, c'est une des thématiques qui est ressortie sur un des territoires autour du bénévolat, de l'engagement citoyen. Comment est-ce qu'on peut accompagner les associations, les restos du cœur, le secours populaire, etc., à mieux accueillir des bénévoles en situation de handicap. Donc là aussi, on inverse totalement la tendance. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des supports de sensibilisation à ces assos-là. Voilà, donc c'est des exemples parmi d'autres. Après, il y a tous les projets, Arthur donnait quelques pistes que développent nos intervenants pairs pour lesquels on les accompagne en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes pour aller rencontrer des partenaires et développer leurs actions. La mise à disposition aussi de notre réseau. Voilà, donc l'idée, c'est de... Là, pour l'instant, ce sont quelques actions qu'on a déjà commencé à mener. Alors, toutes les actions de formation ne sont pas encore terminées, mais on s'était dit qu'il était important de battre le fer tant qu'il était chaud. Mais bien sûr, toutes ces actions-là vont se renforcer par la suite, et notamment avec les plans d'action des référents de l'intervention par les pairs, qui vont là aussi pouvoir ouvrir leurs portes et leurs pratiques à ces intervenants pairs formés par le réseau EPOP, mais sans restriction, dans le sens où il y a aussi des partenaires qu'on a repérés sur le territoire qui sont des personnes en situation de handicap, qui sont à leur façon intervenants pairs, d'ailleurs sans forcément utiliser le mot, parce qu'il est assez récent, mais qu'on va pouvoir là aussi mettre en dynamique et en réseau. Là, nous avons terminé notre présentation. Merci On va beaucoup laisser pour la votre place aux échanges. attention. Et Voilà. c'est à vous maintenant. Alors, le temps... Je sens le... Est-ce qu'on a une question pour débuter maintenant que je vais retrouver... Voilà. Valérie, on a peut-être quelques questions issues du chat. Je peux la relayer, c'était une famille, des parents qui demandent s'il y a une formation sur la pérédance. Alors, donc, des parents qui demandent s'il peut y avoir des formations sur la pérédance à destination des familles. J'ai demandé une précision à la personne qui l'a posée pour savoir est-ce que c'est pour comprendre ce qu'est la pérédance dans le but que peut-être leur enfant puisse se positionner, ou est-ce que c'est pour eux en tant que parents pour être L'un comme l'autre, aidants, ça existe. Maintenant, sur le projet EPOP, c'est un acronyme qui veut dire Empowerment and Participation of Persons with Disabilities. Donc, le dernier bloc, c'est Empowerment, développement du pouvoir d'agir et du pouvoir choisir, and Participation, et la participation of Persons with Disabilities, donc de personnes en situation de handicap. Ce qui veut bien dire que le focus, même si on est conscient qu'il y a beaucoup d'autres sphères où l'action, le partage, l'intervention de pairs serait important, et notamment, par exemple, entre parents. Mais sur le projet EPOP, on est vraiment focus sur la personne en situation de handicap et son savoir, son vécu. Donc, dans le cadre du projet EPOP, il n'y a pas de formation dédiée au partage d'expériences entre parents, par exemple. Alors, pas entre parents, en effet. Après, voilà, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est un vrai appel aussi à créer des nouvelles choses. On pourrait très bien imaginer, avec notre réseau d'intervenants pairs formés, de proposer à des parents, à des associations de parents, des actions de sensibilisation sur le pair accompagnement, avec les intervenants pairs qui présenteraient cela au réseau de famille. Après, dans une formation des professionnels, on a pris l'inscription, par exemple, d'une maman qui est présidente d'une association non gestionnaire et qui souhaite, dans le cadre de son association, développer le recours à l'intervention de pair. Donc, vous voyez, mais à chaque fois, c'est vraiment ça l'axe d'entrée, c'est les savoirs expérientiels des personnes concernées en elles-mêmes. Parce que là, la question, c'était bien en fait en tant que père aidant avec d'autres parents. Donc, des parents pour faire part aussi de leur expérience. Tout à fait. Une expérience qui est capitale, qui est très importante pour eux, mais là, pour le coup, ce n'est pas dans le champ des POP. Ouais.
Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'ai deux questions, plutôt des demandes de questions pour être sûr de bien comprendre. La première concerne la mission des référents de l'intervention par les pairs. Je crois comprendre que du coup, c'est destiné plutôt à les professionnels du secteur. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience par ces professionnels eux-mêmes de la possibilité de faire intervenir des personnes concernées et de trouver du coup les espaces. Du coup. Faut que je me positionne plus loin. Plus loin. Parce qu'en fait, je pense à l'Arsène avec le. Du coup, de trouver où sont les espaces dans lesquels on va pouvoir faire intervenir des personnes concernées pour plus de conscience. Prendre cette reformulation pour vérifier que j'ai bien compris. Ma deuxième question concerne les intervenants pairs. Et du coup, comment est-ce que vous travaillez, j'imagine, je projette qu'entre le moment où on a un vécu, où on partage où on a quelque chose à partager, du témoignage, il y a plutôt une visée de partage d'une histoire, d'un vécu, quelque chose de plus individuel, à une transmission, une sensibilisation qui peut avoir une visée plus large de compréhension d'un fonctionnement ou d'un type de handicap. Comment est-ce que ça peut être travaillé? Comment est-ce que vous accompagnez ça? Comment ça se met en œuvre? Je commence sur les référents, je te laisse. Donc, sur les référents, c'est bien des professionnels, en effet. L'idée, c'est bien au-delà de la prise de conscience. L'idée, quand on a recruté ces professionnels-là, on a vraiment demandé à ce que ce soit des personnes qui soient déjà convaincues et suffisamment légitimes pour porter cette évolution des pratiques dans les structures. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les outiller pour qu'ils puissent, en termes de sensibilisation, embarquer leur équipe et très concrètement de développer un plan d'action pendant 2 ans. Donc, on est au-delà de la prise de conscience. On est vraiment là dans une phase très pragmatique de faire évoluer les pratiques au sein de la structure. Voilà, ça répond à votre question. Aux enjeux de transformation des pratiques. On a juste une précision par rapport à ouais. ça. Quels sont les professionnels concernés? Est-ce que c'est plutôt des chefs de service, des cadres ou... Alors, c'est particulier aussi, même pour des éducateurs spécialisés, par exemple, d'amener ce type de dynamique dans une équipe. Là-dessus, on a vraiment laissé la main aux structures. On n'avait pas de demande obligatoire. Alors, à certains endroits, c'est des chefs de service. On a même une directrice adjointe. Et à d'autres endroits, c'est des on a tout type, enfin, voilà, des assistantes sociales, des éducs. On a une MP, un psychologue aussi. Ce qui ressort, c'est que c'est des personnes qui sont bien ancrées quand même dans la structure. C'est pas quelqu'un qui arrive. À la rigueur, je préfère un professionnel de terrain qui est là depuis 10 ans, qui connaît l'historique, qui peut jouer sur la culture de l'équipe qu'un chef de service qui est arrivé il y a 3 semaines. Donc, Et dans le profil type du référent d'intervention par les pairs, on avait bien précisé qu'idéalement, c'était une personne qui devait avoir une légitimité pour inciter justement l'équipe plus largement que juste lui-même au changement, à ce changement de posture finalement. Donc, ce n'était pas un prérequis et quelque chose de bloquant, mais c'est sûr que c'est important qu'il y ait un professionnel avec cette assise un peu particulière. Après, on a formalisé quand même l'engagement de la structure. Il y a la signature d'une charte d'engagement. Nous, on a échangé avec les directions, bien sûr. L'idée, ce n'est pas juste d'envoyer un professionnel. C'est la structure qui s'engage vraiment dans la démarche EPOP et à expérimenter et à nous faire des retours sur ce qui se met en place, etc. Donc, il y a le professionnel, mais il y a tout ce qu'on englobe autour. Alors, on avait une question. Il y avait la deuxième facette. Le deuxième volet de la question, madame. Du coup, pour accompagner les personnes à ce qu'il y ait comment dire, pas juste un témoignage très, très individuel. Déjà, il y aura forcément un témoignage qui va être individuel parce que, là encore, c'est la matière première de l'intervenant pair. Mais pendant la formation, on évoque bien et on forme justement à pas avoir qu'une transmission de son cas personnel, d'essayer d'extrapoler avec aussi le propos de ses pairs, de pouvoir se faire le porte-parole. Et en parlant de porte-parole, justement, il y a pendant la formation, des exercices de prise de parole en groupe, de comprendre dans quelle posture on est aussi, en fonction de si on est dans un accompagnement avec des pairs, on va être dans une posture plus on va parler de son parcours de vie pour proposer cet autre parcours ou ces nouvelles façons de faire à la personne sans lui
demander de calquer ce modèle versus une posture peut-être de s'affirmer un petit peu plus quand on va être sur de la sensibilisation et à plus forte raison, par exemple, sur de la formation des professionnels. De pouvoir, affirmer le fait qu'on est en situation de handicap et c'est ce qui nous donne ce savoir de l'expérience de vie qu'on est en train de transmettre à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui est vu pendant la formation, de pouvoir à chaque fois s'adapter en fonction des types d'interventions que l'on fait et en fonction des publics que l'on a en face de soi. Et une chose qui va être très importante aussi, ça va être le temps. Et c'est pour ça qu'on a, après les formations, 2 ans d'expérimentation pour que, à côté de la personne, en accompagnement, on puisse aussi l'aider finalement à rechercher les meilleurs territoires d'intervention, les meilleures façons d'intervenir, les messages qui vont fonctionner le mieux en fonction de tel ou tel type de public. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se décréter en quelques jours, voire quelques semaines de formation. Ça va être de l'expérience terrain. Là aussi, on fait confiance à l'expérience. Et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir ces 2 ans d'expérimentation. Alors, on a 2 questions sur le chat et ensuite, on a 1, 2, 3 autres questions de l'Assemblée. Valérie? Oui, je ne sais pas sur mon temps, mais c'était avec la professionnalisation des pères aidants, quels sont les débouchés aujourd'hui pour ceux qui se forment? Bon, la question a déjà été un peu posée tout à l'heure. Alors, sur les pères aidants, exactement, la question porte là-dessus. D'accord. Alors, donc, les débouchés qu'il y a pour les pères aidants, si on considère vraiment au sens premier du terme, c'est des pères qui notamment travaillent ou exercent en tout cas dans le champ de la santé mentale. Donc, c'est un milieu qui a déjà beaucoup plus d'années d'expérience. Dans le champ de la santé mentale, c'est quelque chose qui a fait déjà ses preuves et sont beaucoup plus utilisées ou mises en œuvre dans les services, dans les accompagnements des personnes elles-mêmes, soit à titre individuel, soit avec, par exemple, des groupes de parole, des groupes thérapeutiques, me semble-t-il, je crois que c'est le terme, donc dans les établissements ou les services, aussi, par exemple, dans les groupes d'entraide, mutuelles, les GEMSI, par exemple. Donc, la paire aidant, c'est vraiment au cœur de ces pratiques-là, soit par exemple pour les groupes d'entraide mutuelle, plutôt à titre bénévole, soit, et là on parlera plus de médiateurs de santé pair, MSP, en tant que salariés au sein des équipes. En général, ce sont des personnes qui vont travailler plutôt à mi-temps, pour leur laisser aussi le temps de pouvoir souffler à côté, être sur d'autres types aussi d'engagement. Et en général, donc, ce sont des professionnels qui sont intégrés aux équipes et qui font en quelque sorte l'interface entre leurs pairs, qui sont des patients en cours de rétablissement, et l'équipe soignante. Alors, c'est d'ailleurs des postures ou des postes qui peuvent être un peu complexes, en tout cas au début, parce que le médiateur de santé pair ne fait pas tout à fait partie de l'équipe des professionnels et ne fait pas tout à fait partie des pairs dans le sens où c'est quelque part un professionnel. Mais ce sont aujourd'hui donc des pratiques, le MSP, c'est un petit peu à la pointe finalement de ces pratiques-là dans le champ de la santé mentale parce que avec toute cette expérience-là, ils ont su aujourd'hui avoir des postes, être intégrés aux équipes et on parlait tout à l'heure de voie de professionnalisation. Là encore, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on aimerait bien avoir des médiateurs de santé pair, mais dans d'autres champs et d'autres types de handicap, par exemple, ce serait assez génial. Ouais. Parce que dans le cadre des groupes de travail nationaux, la DEPOP que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une question qui va être travaillée, sur laquelle on va se pencher. Mais bon, pour l'instant, on en est qu'au stade de la réflexion. Merci. Vous décalez, c'est pas mieux. Ouais, il y a un mauvais Larsen. Non. Ça marche plus. Ça marche, hein? Ouais. Merci pour cette présentation. Ça fait vraiment écho au projet de communauté de pratique qu'on souhaite porter sur ce territoire, notamment sur le groupe Père Aidance. Oui. Donc, on reviendra vers vous dans ce cadre-là. Moi, j'ai 2 questions par rapport au projet HIPOP. L'un, c'est après cette phase expérimentale
qui va porter cette dynamique? En tout cas, est-ce que vous avez c'est déjà des réflexions sur les régions, sur le réseau hip-hop, cette fonction ressource en fait, que vous avez là, sur un territoire? Et la deuxième question, c'est sur la région Pays de la Loire. Comment la phase de déploiement au niveau national, comment elle est envisagée? Si voilà, s'il va y avoir aussi un pilotage et un financement CNSA pour accompagner le déploiement du réseau sur d'autres régions. Alors, sur la premier aspect de votre question, sur la pérennisation, c'est quelque chose qu'on a déjà en tête et qu'on va travailler là pendant 2 ans avec nos réseaux d'intervenants pairs et nos réseaux de référents, puis avec l'ARS et tous les acteurs qui sont dans la boucle, de comment est-ce qu'on pérennise justement ce réseau-là et que ça se maintient au bout des 2 années. Donc ça, c'est au niveau local. Nous, au niveau local, on est financé par l'ARS uniquement. La CNSA finance vraiment la chefferie de projet nationale et tous les gros espaces de travail et les outils nationaux. L'idée, c'est que le projet il a été présenté à toutes les ARS de France au tout démarrage et chaque ARS était libre de s'en saisir ou non. Donc là, ces ARS-là se sont positionnés. On sait qu'il y a des discussions dans d'autres régions, mais bon, pour l'instant, rien de plus avancé. L'idée à terme, c'est qu'on est dans le cadre de l'évaluation externe qui sera menée pour EPOP, d'avoir un espèce de guide d'implémentation pour qu'une nouvelle région qui souhaiterait se lancer dans les démarches puisse avoir un guide pratique de voilà, quelles sont les bonnes pratiques repérées sur les régions expérimentales pour pouvoir implanter ça sur le territoire. Après, on ne peut pas s'engager sur le financement d'autres ARS à l'avenir. Mais en tout cas, on a un vrai appui institutionnel avec la CNSA, le secrétariat général du comité interministériel au handicap qui suit énormément EPOP et le discours de Mme Cluzel quand elle a initié la démarche en 2021. C'était vraiment ça. C'était qu'à terme, ça puisse se généraliser sur l'ensemble des territoires. Donc, en résumé, harcelez vos ARS. Et bien sûr, l'équipe au national, qui là, dans un premier temps, est focus sur l'accompagnement des régions, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine, mais qui, dans une deuxième phase, sera donc dédiée à inciter ou accompagner des nouvelles régions à ce que EPOP voit le jour. Le CREAL Pays de la Loire et l'ARS ont déjà échangé un certain nombre de fois sur ce sujet. Voilà. Et c'est vrai que voilà, l'idée, ça aurait été éventuellement de pouvoir partir cette année sur ce projet-là. Mais il y a eu aussi d'autres choix de la part de l'Agence régionale de santé qui, par exemple, finance le poste de Noémie dans ce contexte-là, à d'autres actions. Et donc, je pense qu'on est plutôt dans l'attente d'une phase qui vient valider l'expérimentation, peut-être reconfigurer un peu le cahier des charges. Et puis aussi, une particularité du territoire ligérien, c'est qu'il est extrêmement coopératif et que peut-être un porteur comme vous, unique en Haute-France, un autre porteur, c'est l'ADAPT, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. C'est un consortium ADAPT, FISAF et Croix-Rouge. Voilà, et je pense que l'idée du consortium est quand même ce qui correspond le plus à l'ADN ligérien. Là, je vois un collègue du comité de pratique de l'équipe pour les handicaps rares, mais je voyais aussi ce niveau de l'APF chez la tête. Enfin, je pense qu'on est un peu tous dans ce même cheminement et peut-être qu'on attend le bon moment, la bonne fenêtre pour être dans quelque chose qui ne soit pas forcément uniquement à l'échelle d'un petit territoire, par exemple, mais qui soit aussi, c'était une des axes de réflexion de l'Agence régionale de santé, c'était de se dire, ce ne sera pas un département ou une ville, ce sera tout le monde. Tout le monde y aille. Ouais. Mais ça, c'est super important, justement, de s'adapter à la réalité du territoire. Et c'est vrai que entre notre mode de fonctionnement et comment nos collègues fonctionnent à Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas sur les mêmes choix, les mêmes échelles. Et voilà, c'est vraiment, on a cette autonomie de déployer en fonction de la réalité de nos territoires. Et je pense que c'est important voilà, pour embarquer en profondeur les acteurs. J'avais une question à côté de moi, après je viens de voir Virginie. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Thomas Alexis. Je suis en formation à la RIFT d'Angers. Donc, je crois que Arthur et Omote avaient fait. Tout à fait. En 2020, j'avais fait ma formation d'intervenant pair à la RIFT. Ouais. Ouais, j'ai vu une vidéo de vous sur la RIFT. Moi, je suis à la deuxième promotion cette année. Et donc, je voulais savoir aussi. Je vais laisser la continuité de la question d'avant, précédente.
Donc c'était pour au niveau national, donc donc c'est au niveau national, donc ça vraiment, dans ce niveau régional, que ça commence à émerger l'hip-hop. Donc, au niveau national, donc ça a tendance à émerger aussi. Et parce qu'au niveau mondial, par exemple au Canada et au pays des anglo-saxons, c'est des précurseurs. Tout à fait. Donc la paille-danse, c'est né là-bas au moins une quarantaine d'années maintenant. Donc, je voulais savoir comment vous voyez la paille-danse ou ce mouvement-là de l'intervention de père, de la paille-danse et de la paille-émulation dans une dizaine d'années. Le mondial, ouais. On espère que ce sera beaucoup plus systématisé et répandu qu'aujourd'hui. On espère que ce sera présent dans les autres régions. Nous, on y travaille dans notre région. On ne peut pas se prononcer forcément pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au monde anglo-saxon, on a beaucoup de retard, mais ça nous permet aussi de nous inspirer, de comprendre ce qui a marché chez les autres, peut-être ce qui pourrait marcher chez nous, et donc de gagner du temps et de ne pas refaire tout de zéro. Et c'est aujourd'hui des pratiques qui sont fort heureusement en train d'être de plus en plus connues et de plus en plus utilisées. Donc, dans les 10, 20, 30 ans à venir, en fait, l'horizon est quand même très bleu et très positif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui et c'est ce que j'espère pour la suite. Donc, moi, je trouve à un moment charnière, même si en France, c'est aujourd'hui des sujets qui émergent de plus en plus, mais pour qu'ils émergent aujourd'hui, il y a des personnes, comme notamment Jean-Luc Simon, qui a organisé cette formation à l'ARIFT, qui travaillent depuis des années et des années. Et ça ne sort pas comme ça de façon magique du chapeau aujourd'hui, c'est des années de travail en préparation. Et donc, il y aura encore des années de travail par la suite pour que ça devienne vraiment réalité et que ça puisse infuser partout sur le territoire. Et que ce ne soit pas une participation d'affichage, qu'on laisse vraiment la place aux personnes de pouvoir exprimer leur savoir de l'expérience dans tous les champs possibles. Merci à toi. Bonjour. Ma question porte sur le monde sanitaire. Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Je travaille dans le sanitaire et dans le médico-social. Et ce grand défi, l'autodétermination, la pérédance, je le vois beaucoup dans le médico-social, dans le sanitaire également. Peut-être que ce sont un peu plus les prémices de ce virage-là. Et est-ce que vous, avec le projet HIPHOP en Haute-France, vous avez eu des contacts avec le sanitaire? Est-ce que vous avez réussi à pousser la porte de l'hôpital et des services de l'UR, ou alors vous n'avez pas été reçu? Alors, on a eu la grande surprise sur le territoire d'Amiens d'avoir un CHU ultramoteur. Tout de suite, ils nous ont rejoints sur les copiles, ils ont… Voilà. Et je pensais justement à elle, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est un petit milieu. Hein. Voilà, donc sur Amiens, ouais, on a eu un super accueil du CHU, du milieu sanitaire. Il faut qu'on voie après, très pragmatiquement quel type d'action on va pouvoir mettre en place ensemble. Mais en tout cas, on sent qu'on a porte ouverte et qu'ils sont très ouverts à cette évolution des pratiques et des regards. Et voilà, là maintenant, il faut qu'on passe à la deuxième phase d'action. Ils n'ont pas pu positionner de professionnels en formation, mais ça n'empêche que l'engagement est là. Après, au niveau sanitaire, il y a aussi tout le partenariat qu'on a avec France Asso Santé,
Et notamment voilà, comment on va pouvoir sensibiliser les représentants des usagers, parce que ce qui est plus particulier dans le sanitaire, c'est que les systèmes de représentation passent par des représentants d'usagers, d'associations agréées, etc. On est sur un autre modèle. Mais en tout cas, voilà, on l'a bien en tête et on souhaite pouvoir développer des choses par ce biais-là, quoi. Et moins dans le champ du handicap, mais dans le champ sanitaire. Et par exemple, le statut de patient expert est très développé. Ils ont pas mal d'avance là-dessus avec l'Université des patients à la Sorbonne, que ce soit en cancéro, bientôt sur… moi, notamment, j'ai entendu parler de ça récemment, l'Université des patients déficients visuels pour accompagner les patients et les équipes dans les centres hospitaliers ophtalmologiques, notamment. Ça pourrait être quelque chose d'extrêmement important. Parce que moi, je me souviens, j'avais 13 ans, j'ai fait une journée de test, on m'a défoncé les yeux, et j'arrive à la fin dans un bureau et on me dit, bon, écoute, tu ne pourras pas conduire. C'est à peu près tout ce qu'on m'a dit. C'est en tout cas, je veux dire que j'en garde. Et je me dis, waouh, la pédagogie du truc et la finesse dans l'annonce, c'était quand même pas ouf. Et il pourrait y avoir beaucoup plus de choses qui pourraient être organisées. Mais en tout cas, voilà, dans le champ du sanitaire, c'est aussi des choses qui… alors, ça ne s'appelle pas forcément intervention par les pairs, mais c'est aussi des choses qui ont été très importantes et qui sont déjà développées. Les patients experts, les premiers. Ouais. Après, je fais le lien. On va aussi être amené à travailler plus avec eux, puisque c'est aussi le projet d'intervention de certains des pairs de notre réseau qui ont ce souci, du fait de leur parcours, d'essayer d'améliorer la prise en soin, la prise en charge dans le milieu sanitaire de leurs pairs. Ouais. Donc, on va être amené de toute manière, dans le cadre du soutien au projet d'intervention de notre réseau d'intervenants pairs, de développer des projets dans ce secteur-là. Moi, je voudrais savoir, le projet IPO, pour l'instant, ça reste professionnel, mais plutôt dans une formation continue. Est-ce que vous avez pensé à le faire en formation initiale, par exemple, chez les internes de médecine, en IPSI, pour essayer dans l'école d'éducateur spécialisé. Oui, voilà, que ça se diffuse, puisque le but, j'ai bien compris, c'est plutôt un but d'acculturation et de diffuser les pratiques. Ouais. Et si on s'adresse directement à la formation initiale, est-ce qu'on a plus de chances justement de… Alors, ça fait partie ça fait partie en effet de nos axes de réflexion. On le sait qu'au niveau des formations initiales, alors nous dans les Hauts-de-France, ça existe un peu ponctuellement en fonction du bon vouloir d'un organisme de formation. Il y a déjà de l'intervention de pairs, mais voilà, c'est assez aléatoire. L'idée, ça va être de pouvoir réunir les acteurs de la formation initiale dans le médico-social, dans le sanitaire, là sur les années d'expérimentation qui nous restent, et d'essayer de l'automatiser et de faire le lien aussi avec le national sur voilà, comment faire pour que ça dépasse le périmètre des Hauts-de-France et qu'on puisse être sur une automatisation vraiment de ces interventions-là. La grosse, ça fait des expériences là-dessus. Il y a eu PEP 13 à Bobigny, je crois, avec des internes de médecine et puis ex-femmes aussi. Il y a justement la notion de patient enseignant. Ouais. Donc oui, c'est un axe de développement qu'on a en tête, mais qu'on n'a pas encore pu… On a eu beaucoup de choses à faire, vous savez. Et l'un de nos partenaires, par exemple, en région, qui est sur Lille, c'est un laboratoire de recherche qui s'appelle ADEPAS, qui dépend de l'université Lille 2, qui a un projet qui s'appelle DESHMA. Et en fait, l'idée, c'est de préparer avec des personnes en situation de handicap mental, en binôme avec un enseignant-chercheur, préparer un cours de 3 heures destiné à des futurs travailleurs sociaux, par exemple. Où là, on a un de nos partenaires qui d'ailleurs en fait travaillait sur nos actions c'était notre prestataire de formation et qui a été assez convaincu par les messages qu'ils ont dispensés en formation, parce qu'aujourd'hui, ils forment aussi des professionnels et des familles à la bientraitance des personnes en situation de handicap, et ils nous ont sollicité hier soir pour diffuser dans notre réseau d'intervenants pairs cette offre pour proposer à des personnes de participer à cette formation. Alors, ce n'est pas de la formation initiale, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de la formation continue, mais participer sous forme de vacation. Donc là encore, si la personne le souhaite, il y a possibilité d'être rémunéré, ce qui fait que son travail a de la valeur, et de participer par des modules de 3 heures à ces actions de formation. Il y en a 5 dans l'année. Donc, c'est des choses qui se font petit à petit, et nous, on essaye à chaque fois de répondre présent et de mettre en relation avec un père qui le souhaite, parce qu'on est là pour forcer personne. Tant qu'à faire. Ça, c'est bon. Bonjour. Je me rapproche.
Bonjour, donc je suis Emmanuel Froy, je suis président de l'association PAGO, donc Père Aidance Grand Ouest. Et on rassemble donc des pères aidants, forcément en santé mentale, sur le Grand Ouest et notamment sur les Pays de la Loire. Ouais, alors c'est par là. Et je voulais juste témoigner premièrement du fait que la Père Aidance aujourd'hui dans la région, ça reste toujours, ça s'éveille, on va dire. Donc quand Arthur tout à l'heure disait que le ciel était bleu, oui effectivement, mais on a un boulevard devant nous, mais on est au début du boulevard. L'horizon est bleu. Ouais, l'horizon est Et un peu plus loin. Ouais. Vous avez raison, merci pour la nuance. Et puis, et témoigner également du fait qu'on avait grand besoin d'aller au-delà de la santé mentale dans notre région, effectivement, d'aller sur les patients experts, sur tout ce qui est intervenant père, et éventuellement, j'allais dire, d'outils comme le vôtre, ou plus exactement d'institutions comme la vôtre, je ne sais pas comment le dire. De projets, de démarches. De projets comme le vôtre, de façon à provoquer de l'émulation et surtout la connaissance de la pédagogie autour du rétablissement, autour du fait que les pères puissent accompagner les autres. C'est vraiment nécessaire pour ce changement de paradigme. Voilà. Et je voulais donc vous féliciter pour ce que vous faites. Merci. Ouais. Mais à l'inverse, j'allais j'allais vous répondre que nous, on a besoin aussi d'associations de personnes spécialisées dans ces champs-là, comme la vôtre, parce que nous, on est un projet, on a 3 ans de financement. Ouais. Et faire tout ça pour se dire, bon, bah, en fait, 3 ans, et on passe à autre chose avec d'autres fonds et je ne sais quoi, ça m'attristerait beaucoup. Ouais. Et nous, c'est l'idée qu'on en a avec Pauline, mais il faut que ça vienne surtout des personnes concernées qui ont formé ce réseau des intervenants pairs, de se dire, bah, pour pérenniser tout ça, il faudrait des associations de personnes concernées et spécialisées dans le champ de père et danse, ou en tout cas intervention par les pairs, pour que ça puisse continuer finalement, et que ça ne retombe pas comme un soufflet quand on ne sera plus là dans 3 ans, en fait. Enfin, dans 2 ans. On se rejoint, puisque nous, de notre côté, on fait déjà des sensibilisations sur la pérédance et l'établissement. On a une grosse demande là-dessus, d'ailleurs. Ne serait-ce que sur le département du 44, c'est vous dire la demande qu'il pourrait y avoir sur la région. Et on a commencé juste en fin d'année dernière. Donc, il y a vraiment une grosse demande sur tout ce qui est compréhension, en tout cas de la pérédance, compréhension du rétablissement auprès des personnels soignants, auprès des personnes concernées. Et je parle là uniquement du champ de la santé mentale. Donc, le scope est quand même petit aujourd'hui. Et il y a besoin de relais aussi de notre côté. Voilà. Donc, on se rejoint vraiment. J'allais dire un autre point. Il faut faire attention aussi aux différents goulets d'étranglement. Voilà. C'est-à-dire ? Et ceux de la formation, c'est un vrai goulet d'étranglement pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. On détecte, nous, qu'il y a des besoins de pères aidants, qu'il y a des besoins de personnes concernées au fur et à mesure qu'on fait des sensibilisations. Il y a des besoins qui naissent, parce que les personnes concernées comprennent qu'il est possible d'aller mieux, par la voie du rétablissement notamment, comprennent qu'elles peuvent éventuellement accompagner les autres, mais il faut derrière une formation, et il faut également, si elles ont besoin, elles, personnes concernées de pères aidants, il faut qu'il y ait des pères aidants qui soient là, donc qui aient été formés. Voilà. Il commence à y avoir un début de goulet d'étranglement aujourd'hui. C'est ce qui est constaté. J'enchaîne peut-être rapidement avec le chat où il y a une demande justement quand a lieu la prochaine formation de 5 jours. Où et quand? Alors, dans le Nord, les prochaines dates, c'est demain sur Amiens, jeudi sur Amiens et le 24, et sinon le 23 du mois de mars sur Roubaix. Non, plus sérieusement, en fait, on a déjà communiqué largement à tous nos partenaires et contacts en région. Les groupes ont déjà été constitués et là, on est plutôt sur la fin de la période de formation et le début en parallèle des expérimentations et là, véritablement du concret, c'est-à-dire des opportunités d'intervention pour nos intervenants et l'accueil finalement des intervenants pour les référents de l'intervention par les pairs. Donc là, ça va être vraiment plus la phase de développement, de déploiement concret finalement. Et une autre question, c'était pouvez-vous préciser votre action auprès du CCAS et des auxiliaires de vie
Et qui sont les pères aidants dans le cadre de cette action? Alors, pour retracer un peu l'historique, donc, c'est la mairie de Tourcoing, pour ne pas la citer, qui est embarquée avec nous dans le projet depuis le démarrage, qui est vraiment moteur et avec beaucoup d'envie de développer des choses. Donc, la personne du service accessibilité du CCAS qui nous a sollicité en disant, voilà, là, le service de maintien à domicile a été agréé pour des personnes en situation de handicap. On souhaite former davantage nos agents. Il faut qu'on collabore ensemble. Donc là, on a rendez-vous la semaine prochaine pour élaborer un petit peu la façon dont on va collaborer et pour mieux cerner les besoins et pouvoir proposer à notre réseau d'intervenants. Donc là, on est vraiment sur la construction de l'action. Et l'idée, c'est d'être nous en interface, finalement, à comprendre le ça. besoin, les amener aussi à comprendre qu'il n'y a pas que eux qui ont des besoins, mais aussi les personnes qui vont pouvoir intervenir ont des besoins en termes d'accessibilité, d'information préalable, d'accompagnement peut-être pour intervenir, préparer leurs interventions. Même si nous, on est là, la personne qui nous sollicite peut être moteur là-dedans. Donc, je me permets d'insister parce que c'est super important ce qu'il vient de dire Arthur aussi, c'est qu'on n'accompagne pas que les intervenants pairs, on accompagne aussi les environnements à s'adapter pour que la participation elle soit réelle et concrète, pour que ce soit pas juste un alibi. Là, on nous a sollicité par exemple par un organisme, voilà, j'ai un copil la semaine prochaine, il me faut une personne concernée. Non. Non. Voilà, comment est-ce qu'on s'adapte dans nos façons de fonctionner, dans nos animations de réunion, dans les outils concrets pour que cette participation elle soit concrète et effective. Voilà, excuse-moi. Non, j'en prie, mais c'est absolument ça. Alors, on a encore deux questions avant de clore, puisqu'on va se retrouver en tenue de parole. Bonjour. Moi, je me posais la question par rapport aux enseignants, parce qu'on dit que c'est du long terme. Pourquoi ça n'a pas pris des débuts, on sait pourquoi, il y a pas beaucoup de pourquoi. Et voilà, je me posais la question de l'enseignement chez les tout petits, parce que la pérégrance chez les enfants, c'est beaucoup plus facile à mettre en place dans l'éducation. Et puis, voilà, on parle du sanitaire, du social. Il y a les ACEN, il y a les AESH, etc. Donc, pourquoi ce public-là n'est pas aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je vais répondre bien à votre question. Dans le cadre de la formation des professionnels, par exemple, on s'est posé la question et on a élargi aux établissements qui accueillent des enfants. Donc, on a en effet des professionnels d'IME. Et l'idée, c'est qu'eux aussi, dès le plus jeune âge, on mette en place ces mécanismes-là de partage d'expérience entre enfants. C'était ça le sens de votre question? Ouais. Qui accueille aussi des enfants en situation de handicap pour l'inclusion. Ouais. Donc, c'est aussi de former les enseignants qui ne sont pas forcément spécialisés. Alors là, c'est pareil, c'est le démarrage de cette phase d'action. Donc là, on a eu une première prise de contact avec potentiellement un projet au niveau du rectorat, mais sur un service particulier. Mais de toute manière, on va être amené à le développer parce que ça fait aussi partie des projets d'intervenants pairs qu'on a formés. Donc, mais c'est pareil, là, on pourra en reparler plus profondément l'année prochaine. On aura avancé plus, mais là, voilà. En tout cas, le besoin, il est repéré et on va y aller. Il y a énormément de choses à faire possible parce que finalement, on veut être dans une société inclusive. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir des personnes en situation de handicap absolument partout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des besoins pour expliquer, pour préparer ça, pour sensibiliser, pour former en amont, pour accompagner des personnes. Donc, en fait, le territoire d'expérimentation est énorme. Nous, là-dedans, on est obligé de faire malheureusement des choix. Choisir, c'est renoncer, ou pas forcément des choix, mais en tout cas d'aller d'abord là où on nous sollicite, même si on sait qu'à côté, juste à côté, il y aurait encore plein d'autres territoires d'expérimentation extrêmement intéressants. Bonjour, alors moi j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis chargée de mission Réponse accompagnée pour tous. Je suis aussi la coordinatrice pour la communauté 360 dans la Sarthe. Aujourd'hui, quelle est votre articulation avec les chargés de mission RAP qui font partie aussi de leur mission de développer la pérénance? Axe 3. Alors, dans la Somme, la chargée de mission RAP participe au COPIL et on a une chargée de mission de la communauté 360 qui se forme. C'est ça que je ne l'ai pas cité dans mes briques, mais on a en effet la chargée de mission qui participe à la formation des professionnels et qui est d'ailleurs extrêmement en avance, qui a déjà son plan d'action dans sa tête tout à fait détaillé. Oui. Mais c'est pareil, c'est tout récent. Excusez-moi, on n'a pas besoin de se caler. Mais voilà, sur le développement d'outils, d'un site internet, voilà, sur le repérage des ressources, etc. Donc, ils ont vraiment une part très active dans
dans la démarche, quoi. Dans le Nord, ils n'ont pas pu envoyer de professionnels en formation, en tout cas, ils suivent activement et ils nous sollicitent par d'autres biais. Voilà. Non. Si, non, on ne peut pas dire ça parce que dans la Pas salle, avec nous. Pas avec nous. Non, Mais il y avait déjà eu des choses, ils avaient un espace usagé, ils avaient réfléchi à des actions autour de l'accès au droit. Donc, c'était en germe, mais je pense que comme beaucoup d'acteurs, il y avait l'envie d'y aller, mais alors comment je trouve des personnes concernées qui sont volontaires pour participer, qui sont outillées pour, comment je m'organise. On sent qu'il y avait vraiment ce manque de repérage des acteurs, un petit manque en méthode aussi. Et l'idée, c'est ça, avec EPOP, c'est vraiment de fluidifier tout ça en apportant des réseaux, des outils et voilà. On part pas de nulle part. C'est l'axe qui est le plus difficile à mobiliser en France. Madame de Saulles le signalait en disant c'est vraiment l'axe où il va falloir faire des gros efforts. Voilà, mais c'est un diesel chez nous, c'est un peu long à lancer, mais voilà, c'est l'idée qu'on ne reviendra pas en arrière. Oui. Moi, j'ai évolué beaucoup, alors du coup, j'attends maintenant de trouver des choses. Voilà. J'attends les acteurs sur mon territoire. Une dernière question. Une dernière question, oui. Et si je peux prendre peut-être. Je peux le dire comme ça. En criant très fort. Je pense que vous m'entendez. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ça me parle pas mal. Moi, j'ai 2 casquettes aussi. Je suis chef de service d'un CESAD. Et puis, je suis une des coordinatrices de l'association Constellation, qui est un réseau d'entraide pour parents d'enfants en situation de handicap. Ce que je voulais souligner, moi, par rapport à votre expérience de formation initiale assez courte, de 5 jours, en tout cas, que vous nommez pour la pérédance, et puis après, le soutien du collectif. Nous, c'est ce qu'on voit à Constellation aussi. On est une jeune association. On proposait aussi une formation initiale courte, qui permet de découvrir la pérédance. Et puis après, les intervenants de pair se lancent dans la pratique. Et ensuite, c'est vraiment soutien continu du collectif qui va vraiment les aider dans leur pratique. Et je trouve que le cheminement est assez intéressant avec les intervenants de pair qui sont là depuis 1 an et demi et qui montrent vraiment qu'elles ont évolué, qu'elles ont pris confiance dans leur pratique. Et ce qui est aussi intéressant, là, on vient de faire une 2e session de formation pour les parents. Et là, les mamans qui se sont inscrites à la formation sont toutes des mamans qui ont été accompagnées par Constellation auparavant. Et donc là, je trouve que on parlait aussi de comment un parent ou une personne concernée peut savoir s'il veut devenir père aidant. En fait, là, elles l'ont vécu, la père aidance, elles en ont bénéficié. Et du coup, c'était assez fort ce qui se passait pendant la formation parce que vous avez nommé, en fait, maintenant, je sais ce que c'est, donc j'y vais, quoi. Il y a un effet d'entraînement comme accompagnant. Ça. Je souhaite que ça suive en niveau, mais du coup, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et donc, moi, une autre question que j'avais, parce que nous, justement, quand on a lancé la formation, on a proposé qu'aux parents adhérents de l'association. On a déjà eu 10 demandes, 10 inscriptions en 24 heures. Ah oui. On ne pensait pas du tout qu'on allait avoir autant de demandes. Et je me demandais si de votre côté, vous aviez eu beaucoup de demandes d'inscription, de demandes de personnes qui voulaient s'inscrire à cette formation. Oui. Pas encore, alors, ça a été assez différent selon les territoires. Par exemple, sur Roubaix-Tourcoing, on a eu très vite beaucoup plus de demandes que de places, parce qu'on n'avait que 16 places du coup. Et à l'inverse, sur Amiens, on a eu des demandes conséquentes, mais à la fin, il nous restait encore quelques petites places qu'on a tout à fait pu pourvoir, mais ce n'était pas exactement le même rythme. Et je crois que c'était la même chose, mais encore inverse, pour les référents de l'intervention par les pairs, où du coup, sur Amiens, c'est allé très vite, ça s'est rempli tout de suite. Et sur Tourcoing, ça a mis un petit peu plus de temps. Donc, ça dépend finalement du degré de maturité des territoires, ce qu'on avait bien fait notre boulot de communication. Je sais qu'on en a passé pas mal d'heures à expliquer avant, à parler de nos programmes de formation, etc. Mais voilà, finalement, c'est assez fluctuant. Et je rebondis juste sur le début de votre intervention, en effet, sur une formation socle, vraiment de base, voilà, juste 5 jours, mais voilà, la durée de l'accompagnement derrière, elle est vraiment fondamentale. Et ce qu'on a en tête aussi, c'est de pouvoir compléter ces 5 jours de formation, mais de faire du sur-mesure. Par exemple, il y a des besoins qui apparaissent en termes, un intervenant qui nous dit, enfin plusieurs intervenants qui nous disent, moi j'aurais besoin d'un peu d'aide pour m'aider à poser ma voix, lors d'interventions en public. Donc, on va pouvoir proposer des petits modules complémentaires comme ça pour répondre aux besoins spécifiques des intervenants qu'on apprend à connaître aussi en allant et de pouvoir se caler vraiment sur les besoins qu'on a repérés. Voilà, j'ai fini. Merci Pauline, merci Arthur, merci à vous tous. Voilà.
y a la chaîne d'Arthur qui se lève. C'est bon, c'est la pause. C'est bon signe, on va pouvoir sortir. Donc, le temps de venir en plein air, ça vous permet de prendre un petit peu l'air, d'aller aux toilettes, de visiter les stands de nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas fait. On se retrouve dans 10 minutes en plein air et puis on se dit au revoir. Encore merci pour vos questions et votre attention. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. C'était vraiment chouette. Avec grand plaisir. Donc, on se retrouve tout à l'heure. J'arrête l'enregistrement.